on sait bien qu'il va y avoir de nouveaux moyens parlementaires et syndicaux d'intervenir toujours sur la question des retraites. Mais être dans un événement comme ça aujourd'hui, pour dire que de l'argent, il y en a et qu'il est mal utilisé, c'est important par rapport au problème du financement des retraites, justement, et par rapport au pouvoir d'achat, comme le pouvoir d'achat qui est le problème numéro un des salariés aujourd'hui, des salariés, des retraités et des chômeurs. Vous attendez quoi comme issue de cet événement-là aujourd'hui? Mais on attend une médiatisation, hein. C'est parti court. Et puis on attend également, ce qui est important, c'est une visibilité symbolique hein, sur la question de l'argent, la question de l'utilisation de l'argent, la question de la fiscalité également. Hein, car il y a un problème, bon, c'est pas pensable qu'on arrive à de telles extrémités, à de telles inégalités dans le revenu, hein, les revenus et les patrimoines entre les gens qui habitent cette planète, c'est plus possible. Il y a tellement de vrais problèmes à résoudre, les problèmes du logement, les problèmes climatiques, les problèmes de la santé. Et on voit tout cet argent qui part dans des multinationales, dans le luxe, etc. C'est plus possible. Hein. Donc c'est important de le dire aujourd'hui, hein, qu'il y a de l'argent. Et puis c'est une façon de parler aussi de la fiscalité, hein, parce que voilà, des moyens de redistribution existent en théorie, mais les vrais moyens de redistribution devraient être l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu. Or, ce qui est mis en avant, hélas, le plus dans la fiscalité française, c'est les taxes sur la consommation, qui est vraiment l'impôt le plus injuste. Donc il faudrait reprendre les leviers, hein, comment dire, budgétaires, mais surtout fiscaux, pour remettre de la justice dans tout ce système. Voilà. Je peux vous demander votre nom et votre fonction, s'il vous plaît? Oui, je suis Benoît Martin, le secrétaire général de l'Union départementale CGT de Paris. Et vous êtes combien là aujourd'hui à vous être rassemblés en interne? Alors, je ne sais pas combien on va être. Hein. Voilà, c'est une action symbolique, c'est pas une action de masse comme la manif de la semaine dernière, mais je pense qu'elle est très intéressante. Voilà, pour parler de la question de la répartition des richesses. Voilà. Comment ça va se passer toute cette après-midi-là exactement? Alors aujourd'hui, là normalement on devrait pas tarder à commencer, donc petite conférence de presse, donc avec des prises de parole qui auront lieu par là je pense. Ensuite il y aura des prises de parole de nos invités, donc notamment l'association Attaque, il y aura aussi la CGT SNCF Montparnasse et l'UD CGT de Paris. Et ensuite il y aura un petit chamboule-tout pour dégommer la fortune des grandes fortunes françaises, c'est le CAC 40. Des petits jeux, et puis après il y aura de la musique, et ensuite il y a une fanfare qui doit arriver. Okay. Et comment t'expliques du coup ce recours en justice de la part de Bernard Arnault par rapport à cette action qui était complètement pacifique en février? Il s'agit de réprimer toute voie discordante, mais aujourd'hui c'est un grand classique. Hein. Aujourd'hui la répression, il faut. Disons qu'aujourd'hui il y a une paupérisation massive quand même de l'ensemble de la population française, qui est le résultat d'un tas de facteurs, notamment de bouleversements géopolitiques qui font que le capital ne gagne pas suffisamment d'argent. Donc du coup ils nous paupérisent, du coup ils cassent nos services publics, ils cassent nos salaires, ils cassent les conditions de travail, entre autres. Que ça génère en retour inévitablement une grogne sociale parce que les gens s'appauvrissant n'arrivent plus à vivre correctement, et que donc le mouvement social lui-même est en retour réprimé parce qu'il est hors de question de laisser la moindre voix oser s'attaquer aux intérêts du grand patronat dont le gouvernement n'est que le protecteur des intérêts. Voilà. Et qu'est-ce que toi t'attends exactement de ce rassemblement-là? D'attendre, après c'est surtout pour faire savoir quand même cette chose absolument scandaleuse et même qui serait risible si c'était pas révélateur finalement du degré de la répression et de l'instrumentalisation de tous les leviers possibles et inimaginables pour faire peur les syndicalistes, mais pas seulement, y compris les organisations de défense des droits des plus précaires. Pour dénoncer, pour dire aujourd'hui je veux dire il y a quand même l'homme le plus riche du monde qui gagne des millions juste en claquant des doigts et qui je sais pas, un compte en banque plus grand que je ne pourrais jamais imaginer, qui s'attaque en fait aux plus précaires, aux gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de... Donc du coup c'est quand même assez scandaleux, donc il faut en parler. Après il y a aussi un enjeu évidemment politique, de dire que nous-mêmes en tant que syndicalistes, là il y a eu un gros mouvement qui s'opposait à une
pour les retraites, c'était ça. Dire travailler 2 ans de plus. Ça signifie en fait ne pas permettre à une majorité de la population dans un contexte où le travail est de plus en plus fragmenté, où il y a de plus en plus de précaires, où il y a de plus en plus de chômage. Voilà, donc c'est de ne pas leur permettre d'avoir une retraite complète. Et les plus, en gros, une partie d'entre eux vont être obligés de se tourner vers l'assurance privée pour pouvoir au moins mourir pas dans une misère noire, dans la pauvreté mais relative et pouvoir quand même se loger. Et donc finalement ça ouvre la voie à la retraite par capitalisation, je veux dire à la mainmise des grands assureurs privés et des fonds de pension sur finalement ceux qu'on avait réussi à sortir de la sphère du marché après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les pensions. Ils sont en train de faire la même chose exactement avec la santé, avec la réforme avec l'assurance chômage, avec tout, ils veulent tout privatiser, avec l'hôpital, avec l'éducation, et ça nous on le refuse vraiment. Bien sûr. Et là, à la suite de ce procès-là qui va sûrement avoir lieu, qu'est-ce que vous risquez par exemple à la CGT chômage? Qu'on risque de la part qu'est-ce qu'ils demandent? Ouais. Alors ils nous demandent ils demandent au juge de prononcer une injonction pour nous interdire de rentrer à l'intérieur de la Samaritaine dans l'avenir sous peine de 2000 € d'astreinte par jour et par personne. Et ils demandent également au titre de l'article 700 de rembourser 10 000 € de frais d'avocat. Voilà. Après ce qu'on risque, c'est ça. Voilà. Là ils ont fermé les portes de la Samaritaine. Ils ont fermé une porte, mais parce qu'ils savent qu'on va pas rentrer aujourd'hui, on n'est pas débiles. Demain le fait le procès, et puis on est encore plus visible ici en fait, donc finalement nous ça nous convient parfaitement. Et puis bon, même si le juge nous condamne et qu'on peut plus rentrer à l'intérieur, on trouvera d'autres moyens, c'est pas un problème. De toute façon on lâchera pas l'affaire, donc il y a un moyen de faire comprendre à tous ces gens-là qu'on lâchera pas l'affaire et qu'on est là, et des moyens surtout de les faire céder, parce que finalement c'est pas seulement faire entendre notre voix, c'est réussir à faire en sorte que c'est nous qui gagnons à la fin, quoi. Ça on trouvera toujours des outils. On se laissera pas intimider, c'est rien, ça c'est même écolo, quoi. Voilà. On a entendu évidemment parler là on dénonce les inégalités sociales qui s'aggravent dans notre pays, aussi bien en termes de revenus, de pouvoir d'achat, de logement. Alors la crise du logement, on s'enfonce inexorablement dans la crise du logement, qui est la cause des logements chers. Et donc même des projets comme ça, là, ça participe évidemment à la montée des prix et en tout cas pour ce qui est du centre de Paris, à l'épuration sociale, enfin même l'épuration générale, l'épuration sociale en général qui est conduite dans les politiques d'urbanisme à Paris, en Ile-de-France et dans toutes les grandes agglomérations françaises et les zones touristiques. Donc voilà un peu, on dénonce ça aussi, bien sûr. Alors ils ont mis en avant à l'époque, ils mettaient 7% de logements sociaux, enfin qu'ils mettaient des logements sociaux, mais en réalité, ce qui est malheureux, c'est que la ville de Paris a un peu participé à ça. Parce que c'est quand même, la ville de Paris a soutenu un peu ce projet de modification d'un quartier entier, qui est le quartier de la Samaritaine. C'est vraiment un gros îlot qui est cédé à l'homme le plus riche du monde, celui qui était le plus riche du monde en 2022. Et donc nous on dit aussi voilà un facteur comme d'ailleurs comme son concurrent direct en matière d'exposition des œuvres artistiques, Pinot, qui a hérité de la rotonde de la Bourse du Travail, la rotonde de la Bourse du Commerce, pardon, à un prix défiant toute concurrence. Il loue moins cher que du logement social. Je crois qu'il a 3 € et demi le mètre carré, pour faire du business sur les arts, spéculer sur les œuvres artistiques et en passant obtenir des allégements fiscaux considérables. Donc voilà, c'est un peu tout ce système-là, malheureusement, qui a été un peu soutenu, encouragé par la ville de Paris, bon, faut le dire. Mais parce que les communes, les municipalités en France sont obsédées par cette idée de faire monter les prix, de gentrifier, parce que ça fait rentrer des recettes fiscales dans les caisses de la commune. Voilà, c'est ce système pervers dans lequel on est, où à la fois l'État et les gouvernements, donc les communes, donc les municipalités ou les intercommunalités, soutiennent à fond la spéculation immobilière parce que ça fait de l'enrichissement sur les caisses publiques, dans les caisses publiques. Et donc voilà un peu le contexte. Alors maintenant pour revenir à Bernard Arnault, bah ouais, aujourd'hui on lui fait un peu la fête, modestement, on fait la fête à Bernard. Bon, on veut qu'il rende l'argent, quoi.
On avait un petit slogan qu'on passe ici en manif de temps en temps. Et donc c'est Arnaud, Pinot et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. Arnaud, Pinot et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. En réalité, avec les milliards d'euros qu'ils gagnent chaque année, il y aurait de quoi faire des logements sociaux, etc. Donc on lui dit aussi, ton yacht de 100 mètres de long, donne-le à une association humanitaire pour aller repêcher les migrants en Méditerranée. Ta Samaritaine, tu pourrais l'utiliser pour ou tous les immeubles qui est autour pour faire vraiment du logement social et payer convenablement aussi tes salariés. On apprend incidemment par Mediapart que en réalité il y a du racisme impuni, absolument pas contrôlé, des cadres qui ont des propos racistes à l'égard de leurs employés, évidemment des Noirs, hein, bon, et autres. Voilà, et les salariés modestes en fait sont traités dans des conditions lamentables. Donc là aussi, hein, il y a à faire quoi. Arnaud, vas-y, donne l'exemple. Donne l'exemple, paye des impôts, paye-en plus, et puis fais comme. Alors c'est ça aussi ce problème qu'on a en France, c'est qu'évidemment la richesse elle est transférée par l'héritage. Donc elle est quasiment éternelle hein, quand on est à ces niveaux-là. Donc c'est une richesse familiale qui va se transmettre de génération en génération. C'est pas admissible. C'est un bâillon, procédure bâillon. Voilà. Et pour essayer de nous faire taire. Alors là on dit, ok, peut-être qu'on ne pourra plus rentrer dans la Samaritaine. Ok, mais c'est pas grave, on l'a fait aujourd'hui. Peut-être un jour on viendra avec des dizaines de sans-abri ou de sans-logis et voilà. On dira Arnaud, vas-y, paye des logements, on reste là, on installe le campement. C'est le droit de manifester. Heureusement on a encore ça. Bientôt on n'a plus le droit de squatter. Il faudrait réquisitionner des immeubles vides. Alors que l'État pourrait le faire. Évidemment on s'en passerait si l'État réquisitionnait. Mais en tout cas on peut encore manifester sur la voie publique. Et là aujourd'hui la préfecture de police au départ, une anecdote, la préfecture de police voulait en fait nous mettre derrière autour du square, autour du kiosque. Oui, la préfecture de police. On avait demandé ici, et la préfecture de police nous avait refusé en disant vous allez vous mettre là autour du kiosque. Et donc on a commencé. Non, aujourd'hui. Donc les camarades ont commencé à décharger le camion là-bas. Et il y a le responsable du magasin Vuitton qui est venu et qui dit mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites? On fait une manif, on a une déclaration, on vous laisse mettre là, la préfecture n'a pas voulu tout ça mis là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et hop, il a appelé la préfecture de police, c'est pour dire combien ils sont influents. Et la préfecture de police nous a déplacés, nous dit bon bah mettez-vous au milieu. Voilà, c'est l'anecdote. C'est pour dire la préfecture de police. Donc ils nous ont autorisé à nous mettre là, on avait prévu ce qu'on avait prévu au départ. On avait demandé au départ. Finalement, c'est comme quoi, même entre eux, ils s'en vont pas forcément très bien. Apparemment, il y a des tensions. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on gêne le commerce, simplement. Et vu que c'était la Samaritaine qui était visée, mais visée par la société de Bernard Arnault. Hein. Voilà. Voilà. Oui, alors ça, je vous laisse retrouver voilà, les petites doigts qui étaient faites. Bon, mais c'est une société qui est dans la nébuleuse des sociétés de Bernard Arnault. Quand on vient là, on sait qu'on est au cœur de la nébuleuse d'Arnault. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on dit aussi, c'est
qu'on reviendra quand on voudra. Parce qu'on voit bien, ils ont fait ici une rue piétonne au départ, c'est pas une rue piétonne. Ça c'est pour avantager un peu des aménagements, tous ces aménagements-là, tout ça. C'est pour faire joli. Bon, c'est encore des dépenses publiques qui ont été faites et qui ont été octroyées au bénéfice d'Arnaud et de la société. Donc voilà, mais nous si on veut, on s'installe ici, on installe un campement. Voilà. Sans doute que la préfecture de police refusera, on saisira la justice comme on le fait souvent. Globalement, en règle générale, par rapport à ici, ici c'est clair qu'ils ont envie de mettre un coup d'arrêt ils peuvent considérer que c'est une durabilité pour eux. C'est le prix à payer, hein. Quand on est l'homme le plus riche du monde, de temps en temps on peut en subir quelques aléas, c'est pas bien méchant. Une demi-heure par-ci, une heure par-là. Bon, donc nous on réclame la liberté de manifester, y compris de temps en temps au sein de la Samaritaine. On mène des occupations depuis qu'on existe et le principe d'occuper des entreprises, des sièges sociaux, c'est une pratique du mouvement social depuis 50 ans. Donc là on demande à pouvoir continuer, au nom de la liberté d'expression, pouvoir continuer à mener ce type d'action qui n'ont aucune incidence en réalité sur le chiffre d'affaires même de la Samaritaine et qui sont pacifiques, non violents, qui déroulent bien. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour quelle raison? Parce que je suis spécialiste depuis longtemps en sociologue avec Michel qui n'est plus de ce monde, spécialiste de l'oligarchie, spécialiste des familles les plus riches de France. Et là, nous sommes devant la Samaritaine qui appartient à l'homme non seulement le plus riche de France, mais aussi et surtout l'homme le plus riche désormais du monde. Donc c'est vous dire, c'est des niveaux de fortune. Après, il doit avoisiner en ce moment les 200 milliards de fortune professionnelle. Et donc ça m'a paru intéressant de voir qu'en ces moments où les Français sont majoritairement en colère contre une réforme des retraites particulièrement injuste, parce que, si vous voulez, elle va frapper en premier les plus modestes, c'est-à-dire les travailleurs qui ont les conditions de travail les plus difficiles, qui jamais arriveront à atteindre peut-être même les 64 ans. Donc, si vous voulez, il y a là, avec cette réforme des retraites, une amputation de l'avenir des plus modestes, alors que, par opposé, les premières fortunes de France peuvent, elles, travailler jusqu'à je ne sais combien, jusqu'à leur mort, parce que, de toute façon, la retraite n'a aucun sens pour eux, puisqu'ils continueront toujours à toucher les dividendes de leurs actions, sans payer de cotisations sociales. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action de Bernard Arnault aujourd'hui, qui est en fait de d'exiger une amende de 2000 € préventive pour toute intrusion à la Samaritaine et de faire payer 10 000 € à des associations de précaires et de gens qui demandent le droit au logement? Je trouve que c'est en résonance avec tout ce qui s'est passé au sujet du traitement de la réforme des retraites, c'est-à-dire où dans le cynisme et le mépris de classe, la démocratie a été bafouée, bien qu'on ait tous compris que la Constitution de 1958 avait conçu plein de portes de sortie pour que le président de la République puisse exercer son pouvoir au-delà de son pouvoir, c'est-à-dire sans respecter la séparation des pouvoirs et les débats au Parlement. Et donc Bernard Arnault est en phase parfaite avec le méprisant de la République. C'est donc bien notre travail qui est dans la droite ligne pour décrypter la logique néolibérale
qui est aujourd'hui représenté à l'Élysée par Emmanuel Macron. Et ça n'est pas un hasard si le couple présidentiel, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, compte parmi les meilleurs amis de Bernard Arnault. C'est une oligarchie qui est petite et ils sont solidaires les uns des autres et ils se ressemblent les uns des autres dans leur rapport de classe par rapport aux classes populaires et aux classes moyennes. La fête de Bernard va commencer. Bravo, bravo à vous. Eh bien, on garde le sourire, malgré le fait que demain, on passe au tribunal. Allez, on va commencer les prises de parole. Et... Guillaume, de la CGT Spectacle, ouvre le bal. Le bal de la fête à Bernard. Il va falloir l'auteur de l'animateur là. Et bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Guillaume, je fais partie de la CGT Spectacle et je fais partie des gens qui ont fait la petite action à la mi-février. Donc bon, c'était pas énorme, mais ce qu'on a fait, on est rentré, on a chanté et on est resté une demi-heure, on n'a pas fait des dégradations, on n'a dérangé personne. Enfin, peut-être qu'on a dérangé monsieur Arnaud, mais tant mieux. Mais en tout cas, voilà, c'était assez pacifique et on est parti volontairement, voilà, au bout d'une demi-heure. Donc pourquoi on a fait ça? Alors c'était pile poil, c'était le mouvement contre la réforme de retraite, c'était aussi la énième réforme de l'assurance chômage. Et nous, ce qu'on voulait pointer, c'était monsieur Arnaud, est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représente, monsieur Arnaud? Il représente déjà des conditions de travail des salariés. Il a 190 000 salariés, dont beaucoup sont vraiment exploités dans des ateliers de manufacture, comme plusieurs enquêtes l'ont montré, des salaires très bas, toujours proches du SMIC, et voilà, des discriminations aussi par la couleur de peau, des harcèlements, des techniques managériales de merde, pourries, et voilà, c'est ça les conditions de travail qui représentent M. Arnaud. C'est aussi ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, donc l'évasion fiscale. C'est 35 sociétés offshore, 5 paradis fiscaux, etc. Et c'est aussi, bien sûr, le projet écocidaire de ces gens-là, c'est-à-dire, lui, il a un bateau de 100 mètres, il a un jet privé. Le bateau qu'il a, M. Arnaud, il dépense 2028 litres par heure de gasoil. Voilà, par heure, d'accord? Et donc voilà, je pense qu'on résume très bien est-ce qu'il représente symboliquement et dans le concret. C'est aussi la concentration des médias, puisque les médias maintenant appartiennent, le 80% des médias, je pense, appartiennent à 3 ou 4 milliardaires en France. Donc voilà, c'est la fin de la dépendance des médias. C'est ce qui représente aussi, messieurs. Comment? Tu veux faire une annonce après? Ok, et t'en parleras après. Et donc voilà, donc nous on est les travailleurs et travailleuses, on va pas se plier devant les menaces, les coups de pression des mafieux qui sont en face là. Et on va continuer, bien sûr qu'on va continuer les actions. Si on peut faire des rassemblements toutes les semaines, on le fera. Et voilà, on n'est pas encore en dictature. Peut-être qu'on n'est pas en démocratie, mais on n'est pas en dictature. Mais on va continuer à les déranger. Donc, bon courage à tout le monde. Et je laisse la parole à Alain. Merci. Moi j'étais là le 12 février, donc nous étions une petite trentaine. On a occupé plutôt gentiment le bar de magasin en Samaritaine. Par exemple, j'ai observé qu'il y avait les premiers prix des sacs Vuitton, c'était 1200 €, les premiers prix. C'est curieux parce que 1200 €, c'est peut-être le montant de la petite retraite que certains retraités vont obtenir compte tenu de la réforme de retraite. 1200 € aussi, c'est assez proche du SMIC. Alors, un sac Vuitton, premier prix à 1200 €, c'est quelque part un peu inquiétant, un peu bizarre. Après, j'ai regardé les second prix. Il y avait un modèle un peu plus chic, un peu amélioré, 3000 et quelques euros. 3000 et quelques euros pour un sac, ça me paraît un peu abusif quand on sait qu'il y a de nombreux Français et de plus en plus nombreux qui ont du mal à terminer le mois. Quand on voit ce genre de lutte ostentatoire, ça peut énerver, ça peut mettre en colère un peu. Donc nous étions un
à plan clair, mais nous sommes restés gentils, et nous n'avons rien caché, simplement nous avons fait prise de parole ici même, avec le panneau, etc. Et pour cette visite, comment dirais-je, éducative, symbolique à la Samaritaine, nous sommes convoqués, comme l'a dit Baba, nous sommes convoqués demain au tribunal, etc. Monsieur Arnaud voudra encore nous faire payer. Et là, c'est déjà le 5 à 1200 à 3004 €, c'est déjà un peu bizarre, un peu indécent, et qu'un milliardaire convoque et veut faire condamner un façon de chômeur et de précaire devant un tribunal, nous accueillons là le comble de l'indécence. Et donc, demain, nous serons au tribunal pour faire entendre nos raisons et nos revendications. Monsieur Arnaud est un homme très riche et il gagne l'équivalent. Attendez que je regarde mon petit papier, c'est l'édito d'un très beau journal Socialteur. Il gagne l'équivalent d'un SMIC toutes les 38 secondes. Un SMIC toutes les 38 secondes. À mon avis, peut-être de partager mon point de vue, c'est peut-être un peu trop quand même. Ce jour-là, comment peut-il tout dépenser? Un SMIC toutes les 38 secondes. Bon alors, je ne sais pas si demain nous aurons la parole au tribunal, mais on diront quand même, dans cette société, certains, le RSA est à 500 et quelques euros, les allocations familiales et les minimums sont à moins de 600 €. Par contre, il y a un prud'homme qui gagne un SMIC toutes les 38 secondes. Non, c'est quelque chose d'absolument fabuleux et scandaleux. Alors demain, nous irons au tribunal. Je ne sais pas comment ça se passe, si nous aurons les prises de parole, s'il fallait s'inscrire avant, etc. Il y a quelques probabilités pour que M. Arnaud, quelques probabilités, c'est pas sûr, est un peu la pédale douce. Parce que le dossier, comme je viens de le présenter, un SMIC de 30 000 €, les 5 1200, 3 000 et quelques euros, faire un procès pour les chômeurs de précaires et sans logique, c'est peut-être un peu gros. Alors il va peut-être essayer de différer l'affaire, de rapporter, ça peut peut-être se faire dans les sabres administratifs et juridiques. Mais nous, on va s'arranger pour cela, ne se perd pas trop dans les arcades administratives, et nous serons là pour nous rappeler au bon souvenir de M. Arnaud. Bon, je vois que là, nous sommes pas des milliers, nous sommes quand même assez nombreux devant la Samaritaine. Alors après, bon, je vous ai parlé des 5 à 1200, 30 000 et quelques euros. Il y a encore mieux et encore plus cher. Comme nous aurons quitté, allez donc visiter le magasin et essayez aussi de vous renseigner le prix des chambres d'hôtel au dernier étage ou le prix des restaurants. Je crois qu'avec un SMIC, on ne doit pas pouvoir se payer un hors d'œuvre. Voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes là ici, avec la CGT et avec le DAL pour dire Monsieur Arnaud, un SMIC tous les 30 000 €, finalement, je crois que c'est un peu trop. Oui. Bravo. Bon, donc là, c'est la parole à Victoire de la CGT Chômeurs. Et là voilà, mais avant on va faire un petit slogan. Arnaud, Pinot et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. Arnaud, Pinot et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. Arnaud, Pinot et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. Et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. Arnaud, Pinot et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. Arnaud, Pinot et Bolloré, rendez l'argent que vous avez volé. Chiappa aussi. Ouais, il y en a. Tous. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Victoire, je fais partie du comité des travailleurs privés d'emploi et précaires de la CGT. Alors moi j'avais écrit un texte parce que je pensais qu'une conférence de presse on lisait des papiers. Alors du coup j'avais écrit un petit papier, donc ça va pas être marrant, je suis désolée, mais derrière il y a du café. Voilà, vous pouvez y aller. Et derrière il y a la piñata et ça, après vous allez rigoler. Je vais couper un peu parce que du coup les camarades ils ont déjà dit pas mal de choses. Juste revenir un peu sur la raison pour laquelle on avait envahi en fait la Samaritaine. Du coup ça s'inscrivait en fait dans un contexte que vous connaissez tous, qui était un contexte de contestation sociale assez forte contre la réforme des retraites, mais surtout et plus généralement contre une paupérisation massive en fait que subissent l'ensemble des travailleurs et leurs familles, qu'ils aient un emploi ou non, et les réformes que nous fait passer le gouvernement et qui amplifient et pérennisent
cette paupérisation. Parmi ces lois, on en avait choisi 3, pas de manière anodine, c'est parce que c'était 3 qui nous concernent plus nous, c'est-à-dire les organisations qui s'occupent du droit au logement et les organisations de travailleurs sans emploi et précaires. Donc il y avait la réforme des retraites, ça c'était un peu dans le contexte, donc je ne vais pas vous refaire le speech, vous savez en quoi elle consiste. Il y avait la réforme de l'assurance chômage, dont l'objectif, en fait, malgré les dires de notre gouvernement, n'est absolument pas de résorber le chômage de masse, mais un chômage de masse qui d'ailleurs est largement et très volontairement sous-évalué, mais plutôt de contraindre en fait l'ensemble des travailleurs privés d'emploi et des travailleurs précaires à accepter des emplois de plus en plus pénibles, précaires et mal payés. Et ça au grand bénéfice des entreprises et des actionnaires, puisque l'État leur fournira finalement ainsi une main-d'œuvre moins chère, plus docile et largement précarisée, notamment dans les secteurs dits en tension. La troisième loi qu'il s'agissait de dénoncer dans cette action, c'était la loi Kasbarian-Berger, qui doit passer en deuxième lecture mercredi, il me semble, au Sénat, et dont l'objectif est de criminaliser l'occupation des 3 millions de logements vacants en France, alors que même des millions de personnes vivent dans des taudis, dans leur voiture, voire dans la rue, et qui transforme les travailleurs pauvres ne parvenant plus à payer leur loyer en délinquants, puisqu'il s'agit de mettre en place des amendes lorsque les familles refusent de quitter leur logement lorsqu'ils sont soumis à un arrêté d'expulsion, et ça, ils seraient soumis aussi potentiellement à des peines de prison ferme. Et cette loi également rend en fait finalement répréhensible l'envahissement, l'occupation, le blocage de tout local économique. Ce qui signifie en gros rendre répréhensible toute occupation par exemple d'une entreprise lors d'un mouvement social à l'intérieur d'une entreprise. Donc ces 3 lois elles sont révélatrices de ce qu'on subit actuellement, c'est-à-dire une attaque généralisée contre les travailleurs, contre le peuple tout entier, orchestrée par le gouvernement actuel sous l'égide de nos élites économiques et financières, dont l'Union européenne et FMI ne sont que la caisse de résonance, et ce au bénéfice des entreprises et de leurs actionnaires, dont il faut par tous les moyens garantir les profits, et ce dans un contexte de crise économique et de bouleversements géopolitiques mondiaux qui réduisent leurs possibilités de s'enrichir, c'est pas grave, je peux laisser par terre, en pillant les ressources et en surexploitant la main-d'œuvre des pays jusqu'à présent sous leur domination économique, financière, monétaire et militaire. C'est donc la fin de l'abondance et le début de l'effort de guerre contre les travailleurs ici même sur notre territoire. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Destruction du droit du travail pour ajuster strictement les besoins en main-d'œuvre aux besoins des entreprises. Entendez par là le besoin de générer le maximum de profit pour les entreprises et pour faire baisser les salaires. Destruction des systèmes sociaux, étatiques ou socialisés pour les réintégrer dans la sphère du marché dont l'unique objectif est de générer des bénéfices. Protection de la propriété privée immobilière pour favoriser la spéculation foncière et les profits qui vont avec. Donc face à cette offensive massive, les travailleurs se révoltent un peu partout. Ils exigent des augmentations de salaire, l'abrogation de toutes ces lois illégitimes. Ils luttent pour défendre l'existence des services publics en capacité d'assurer le respect de leurs droits les plus inaliénables, c'est-à-dire le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation, au logement, à la culture, à l'énergie, à la circulation, et à un travail bien rémunéré et stable qui leur permettrait de vivre dignement, et d'autres droits encore. Face à ces revendications légitimes, la répression fait rage, sous toutes ses formes possibles et inimaginables. Et finalement, ce qu'on vit actuellement, c'est qu'une seule des formes de la répression possible, c'est-à-dire, ce que fait M. Arnault, c'est une manière, tout simplement, de nous faire taire. D'ailleurs, dont l'énergie n'est pas là aujourd'hui, la CGT Énergie devait être là aujourd'hui et prendre la parole, ils n'ont pas pu. Mais je salue leur courage, parce que je ne sais pas si vous avez été mis au courant, mais ils ont eu une attitude exemplaire pendant ce mouvement. Ils ont fait de très nombreuses journées de grève, de très nombreuses actions de coupure de courant. Ils ont aidé énormément de syndicats et de collectifs finalement à mener leurs propres actions. Et aujourd'hui, ils connaissent une répression extrêmement féroce. Je veux dire, il y a des conseils de discipline tout le temps. Ils sont en train d'essayer de décapiter les syndicats. Ils vont en garde à vue de manière systématique pour des actes de grève. Et donc du coup, je tiens à les saluer. Et je tiens à saluer également tous les syndicalistes et ceux qui ne sont pas syndicalistes, mais tous les gens qui ont lutté et qui actuellement s'en prennent plein la gueule de la part du gouvernement, de leurs patrons et de la part de toutes les forces répressives de ce pays. Voilà. Donc, envahir la Samaritaine dans ce contexte, c'était pas gratuit. En fait, il s'agissait de pointer du doigt les véritables responsables de tous nos maux. Les élites économiques et financières dont les comptes en banque sont nourris de notre sueur et de nos vies, et dont M. Arnault est un des dignes représentants. Il s'agissait aussi momentanément et symboliquement de reprendre possession de ce qui nous appartient. En fait, sinon en droit.
car ce sont bien nos frères et nos sœurs qui ont construit il y a 150 ans ce bâtiment, qui l'ont rénové il y a 20 ans. Ce sont bien eux qui travaillent ici, qui assurent l'acheminement, qui font toute la logistique. C'est eux qui vendent, c'est eux qui suent, et finalement, tout ça pour les profits d'une minorité de connards, vous m'excusez, qui aujourd'hui nous attaquent parce qu'on ose, nous, de manière symbolique, finalement, aller leur dire qu'on sait que ce sont eux nos ennemis. Donc voilà, peut-être que demain, le tribunal va nous condamner à ne plus rentrer à l'intérieur. Peut-être que demain, on devra payer 10 000 € de frais d'avocat pour rembourser finalement l'homme le plus riche du monde. Ceci étant dit, en fait, on trouvera d'autres moyens. On n'a pas le rapport de force aujourd'hui pour dire que c'est sûr on rentrera de nouveau. Mais un jour on rentrera, peut-être pas dans un an, peut-être pas dans 2 ans, mais on rentrera de nouveau. Et en attendant, on va trouver plein de moyens parce qu'on ne lâchera jamais l'affaire. Jamais, jamais, jamais. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. Bernard Arnault, c'est dégueulasse. Bernard Arnault, c'est dégueulasse. Bernard Arnault, c'est dégueulasse. Et la finance, 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 c'est dégueulasse. Bon voilà, donc Tout est dégueulasse. voilà, sauf la petite fête à Bernard, donc elle n'est pas dégueu notre petite fête, hein, malgré tout. Et donc voilà, que vous dire que le logement, eh bien, la crise du logement, évidemment, elle est aussi nourrie par cette accumulation de richesses qui se fait de manière ostentatoire. C'est le rachat de quartiers entiers dans Paris pour faire, bon, alors, un peu sauver, comme ça on sauve la face en disant on fait un peu de logement social. On a entendu dire que ça représente 7% de l'ensemble des surfaces que le groupe Arnault a racheté et qui a été vendu, ce quartier qui a été, dont le projet de rachat, etc., a été encouragé et soutenu par la ville de Paris, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, en témoigne la piétonisation, l'installation, vous voyez, les petits arbres, tout ça, la fontaine, le petit coin, les bancs, tout ça, ben c'est pas Arnault et sa nébuleuse qui l'ont payé. C'est la ville de Paris, je pense. Peut-être ils ont mis un peu la main à la poche, mais enfin bon, voilà, c'est on rend service. On est aussi vraiment au cœur de la société Arnault. Hein, voilà. Ici, il y a Vuitton. Vuitton, lui, je sais pas si vous Vuitton. Et qui râlait d'ailleurs tout à l'heure, parce que la préfecture de police nous avait installé, en fait, voulait nous installer à côté, en face du kiosque. Alors le directeur est descendu. Au moment où les camarades ont commencé à décharger le camion, il est descendu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on vient s'installer. La préfecture de police nous a demandé de nous mettre là, nous on voulait se mettre là. Mais la préfecture de police ne voulait pas. Alors bon, les avocats malheureusement n'étaient pas disponibles. Bon, donc on a abandonné l'idée de faire une procédure pour pouvoir nous installer là. Mais du coup, le patron a appelé la préfecture de police qui a dit « Ah bah oui, bah excusez-nous, bon bah ok, on va mettre les manifestants entre les deux pour partager, pour couper la poire en deux. » Et nous voilà ici, à l'endroit qu'on avait demandé tout bonnement. Hein, voilà, donc c'est la petite anecdote, c'est-à-dire que bon, à se demander s'ils ne se tirent pas un peu l'amour des fois pour les deux. Bon, nous on veut bien partager, hein, on se met au milieu, ça ne nous gêne pas. Mais le message au fond de cette fête Arnaud, d'ailleurs on va bientôt avoir quelques attractivités, hein, vous inquiétez pas, on a prévu un Arnaudton, ou Bernardton, pour l'aider, parce qu'il paraît qu'il a perdu un peu d'argent, puis il demande de l'aide pour payer ses avocats. Alors bon, il demande 10 000 €, il nous demande 10 000 € pour payer ses avocats. Bon, on s'est dit, il doit être en difficulté le gars, donc on va faire la manche là. Si vous avez des pièces oranges, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte. Il y a un billet de 20 € là, il n'est pas à sa place. Hein. Un ticket restaurant ou un ticket de métro pour manger? Non. 1, 2, 5 centimes, 10 centimes maximum.
C'est normal, après, vous savez, c'est comme ça que vous devenez riche, centime par centime. Et donc, voilà, alors, ça c'est l'anecdote, mais globalement, on sait que la crise du logement, notre pays s'enfonce dans la crise du logement, et la capitale parisienne, évidemment, dire le cœur, d'où est partie en fait toute cette spéculation qui nous amène aujourd'hui à une crise du logement, de plus en plus de sans-abri, toujours plus de mal logés, toujours plus d'expulsions locatives, toujours plus de demandeurs HLM. Pour vous donner une idée, il y a 2,4 millions de demandeurs HLM. 2,4 millions de familles, hein, c'est pas le nombre de personnes. 2,4 millions. Et il y a au total en France, en gros, 5 millions de logements sociaux. Donc vous voyez que le parc de logement social n'est pas en capacité d'accueillir les 2,4 millions de demandeurs HLM. Donc tout ça, ça nous promet de la crise encore, à mesure que les loyers augmentent, que les prix de l'immobilier, etc., etc. Alors il y a une petite accalmie, mais enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bon, il y a une petite crise immobilière, la bulle se dégonfle un peu. Mais heureusement, le gouvernement Macron est là pour aider les spéculateurs et les promoteurs à ne pas perdre de l'argent. Voilà, il faut sauver le soldat promoteur, hein, soldat du capitalisme et de la spéculation immobilière. Donc voilà, c'est ça en fait le contexte. Donc on sait qu'il va être de plus en plus dur à l'égard des sans-abri, des mal logés, des locataires. En témoigne d'ailleurs la proposition de loi qui est d'ailleurs définitivement adoptée demain soir, la proposition de loi Kasbarian-Berger, et qui prévoit d'envoyer en prison les sans-abri qui s'installent dans des locaux vacants. Alors qu'on n'a jamais compté autant de logements vides dans notre pays, 3,1 millions de logements vides. Ça monte d'année en année, le nombre de logements vacants augmente. Eh bien, plutôt que de les réquisitionner, on va mettre les sans-abri en prison, en tout cas les menacer de la prison. On va les menacer aussi d'une expulsion administrative, c'est-à-dire sans jugement. Et même au cas où il y en a qui passerait devant le juge, bon, on leur enlève tous les délais possibles et imaginables. Vous voyez, c'est de l'acharnement là, après cette petite campagne pourrie, populiste qu'ils ont fait à partir de quelques exemples de faits divers, bidonnés d'ailleurs, hein, sur des pauvres gens qui se sont fait squatter leur maison. Voilà, bon, là, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte vraiment qu'il y a de l'arnaque là-dedans, c'est un peu, c'est trafiqué, c'est de la fake news, quoi, tout simplement. Par contre, on ne parle pas de tous ces bailleurs qui foutent dehors leurs locataires illégalement. Hein, il y en a même un qui a jeté son locataire par la fenêtre, etc. C'est-à-dire qu'il y a des crimes qui sont commis à l'encontre des locataires par certains bailleurs qui sont devenus complètement fous, hein, du fait de cette cupidité et cette comment dirais-je, cette campagne qui est faite, acheter des logements loués, exploiter vos congénères, vous gênez pas, vous devez leur tirer le maximum de fric. Voilà, donc la loi Kasbarian, elle est là pour ça. Hein, protéger la propriété privée vide, vacante, qui sert à rien, un, et deux, donc y compris les locaux, y compris d'ailleurs, la loi va s'appliquer aussi aux salariés qui occuperaient leur entreprise. Donc voilà, et aussi expulser 2 fois plus vite les locataires, on réduit les délais par 2, on liquide la prévention ou une bonne part de la prévention de l'expulsion locative, et pour clore le débat, on met une amende, on inflige une amende aux locataires de 7 000... Eh, c'est mieux là. Allez, c'est mouillé. Et alors, donc on inflige une amende de 7 500 € aux locataires qui ne quittent pas leur logement après un jugement d'expulsion et l'expiration des délais. Si le double, ça peut être 16 000 ou 18 000 pour les gilets jaunes qui font des cabanes sur les... Oui, alors en plus de ça, il y a aussi l'occupation du domaine public, etc. etc. Bon. Mais voilà, donc vous voyez, c'est dur. On durcit, en même temps qu'arrive la crise immobilière, on va donner des gages aux investisseurs, aux spéculateurs, en leur disant, ouais, vous inquiétez pas, on va lever progressivement la protection des locataires et on va aller vers le modèle, on va dire anglo-saxon, qui est celui de, on expulse. Vous voyez, à Londres, hein, c'est un bail d'une semaine,
toutes les semaines, le bailleur peut augmenter le loyer comme il veut, demander à son locataire de partir, etc. C'est une extrême précarité. Donc voilà, ça c'est pour la question du logement. Maintenant, évidemment, Bernard et ses congénères et ses collègues, eh bien, qui amassent de l'argent, c'est même pas pourquoi. Pourquoi? C'est maladif. Je pense qu'on devrait... C'est maladif quand même d'avoir autant d'argent pour faire quoi? Pour acheter un yacht. Crever les autres. Oui, voilà, bon, ça a pour conséquence de faire crever les autres. Mais c'est maladif. On devrait les mettre en psychiatrie, ces gens-là. C'est vrai, s'ils ont un problème mental. Il y a un problème mental de gagner toujours plus avec les conséquences que ça a au niveau social et au niveau humain. C'est absurde. C'est vrai, moi je prends évidemment c'est le capitalisme, tout ça je suis d'accord. Mais après on peut prendre ça aussi sous l'angle moral. La question morale. Au nom de quelle moralité on va accumuler comme ça de l'argent, tirer toujours plus, et de telle sorte à dire ah ben regardez son compte à la fin du mois, vous demandez à ses trésoriers alors j'ai combien aujourd'hui? Ah, je suis le premier de la classe mondiale, voilà, 2022. Bon, c'est ça en fait, hein. C'est sans doute cet esprit-là. Alors, on a remarqué aussi, on a appris la semaine dernière que les 75, non, 34, 35, je sais plus, les plus riches de France payent moins d'impôts que les 3500 les plus riches, que les 35 000 les plus riches et que les 350 000 les plus riches. En réalité, plus tu es riche et moins tu payes d'impôts. Alors, en tout cas, voilà, dans la sphère des riches, les riches moyens, ils mettent, en gros, ils doivent mettre la moitié de leurs revenus dans les impôts. Et les méga riches, comme Arnaud, Pinot et compagnie, eux, ils n'ont à mettre que 24% de leurs impôts, de leur richesse, pardon, dans les impôts. Donc ça veut dire qu'ils ont de la richesse un peu planquée, c'est un peu compliqué, moi j'ai pas tout compris. Hein. J'avoue que bon, je suis pas fiscaliste, alors... Bon, mais en tout cas, on comprend qu'ils payent moins d'impôts que les autres riches. Alors c'est intéressant parce que ça peut peut-être introduire un coin, une division entre les riches et les méga riches. On ne sait jamais, hein. Peut-être qu'ils vont se faire la guerre, on va savoir. Alors, mais pourquoi pas, c'est mieux que de faire la guerre, aux classes populaires, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, plus globalement. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande que Arnaud paye des impôts, plus d'impôts, de telle sorte à produire des logements sociaux, à mieux, et qui payent aussi mieux ses salariés. On sait comment sont traités ces salariés, une partie de ces salariés à la Samaritaine, dans les sous-sols, etc., des actes racistes ignobles, des propos racistes, des gestes racistes, etc. Donc, voilà, qui traitent mieux ces salariés, qui augmentent leur salaire, qui leur assurent une protection sociale, mais également qui financent la production de logements sociaux, qui financent les caisses aussi de la protection sociale en règle générale, les services publics. Voilà ce que nous voulons. Nous disons, écoute Bernard, ça il sert à rien ton fric là, qu'est-ce que tu vas en faire? T'auras même pas le temps de le compter de toute ta vie tellement t'en as. Vas-y, donne-le, distribue-le à ceux qui en ont besoin pour l'intérêt général. Voilà, c'est ça un peu le message qu'on passe aujourd'hui. Et puis si il ne veut pas, espérons qu'on aura suffisamment de force pour leur arracher leur richesse amassée sur notre dos et sur le dos des classes populaires. Voilà, donc j'en termine là. Je voudrais simplement vous dire que la fête n'est pas terminée. D'une part, on va bientôt faire une petite farandole, mais pas avant, dans un petit moment, quand les musiciens vont arriver, puisque nos amis de la fanfare invisible, j'en ai vu un qui s'est pointé là, donc il y en a d'autres qui vont arriver derrière, il y a Marco qui est pas loin. Bon, et par ailleurs, on a aussi quelques petites activités sympathiques à faire. Donc la farandole on va pouvoir faire là sur la place, c'était prévu comme ça. On a aussi un chamboule-tout. Le chamboule-tout qui est là. Donc, vous voyez, number one, Bernard Arnault. C'est-à-dire 214,6 milliards d'euros. Voilà. Et puis après, il y a les autres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 premiers, les plus riches de France. Et puis ensuite, on a aussi le Bernardton. Voilà, je veux faire, j'ai des dons, j'ai un don à faire. Le Bernardton, donc comme Bernard, ses avocats. Oh, pas mal. Oh là, on va bientôt arriver. On va bientôt arriver à 1 € si on continue à ce rythme-là. Et donc le Bernardton, pour aider Bernard à payer ses avocats. Parce qu'il demande 10 000 €, il demande 10 000 € pour payer ses avocats. Le pauvre, il n'a plus assez d'argent, il a perdu un peu de fric, c'est vrai. Il doit angoisser. Il a perdu un peu d'argent là récemment à la bourse. Il paraît qu'il n'est plus le premier. Oh, le pauvre, on va lui peut-être lui mettre quelques cachets aussi pour lui remonter le moral. Hein. Allez hop. Donc ça c'est le Bernardton. Donc n'hésitez pas à mettre votre petite pièce, vos petites pièces rouges. Hein. Je suis sûr que ça va lui remonter le moral. Et ensuite, eh bien, on a la piñata. Donc on a la piñata avec des cadeaux. Bon, il doit y avoir des bonnes surprises là-dedans. Voilà, donc vous voyez, on a de quoi s'occuper. Bon, voilà, alors peut-être aussi il y a d'autres interventions. Donc, la CGT Paris interprofessionnelle, eh bien, comment dire, trouve que cette initiative est très bonne, on soutient. De même qu'on soutient les 4 organisations qui demain sont convoquées par le tribunal judiciaire de Paris en raison de la visite qui a eu lieu au mois de février, qui était tout à fait bon enfant, festive. Et donc voilà, nous dénonçons cette logique judiciaire et répressive voulue par l'État et voulue par M. Arnaud lui-même. Voilà. Donc on est là devant effectivement LVMH, c'est un vrai symbole ici, c'est le capitalisme poussé à son paroxysme. Voilà, donc vous savez que la CGT, pour en finir avec le système capitaliste, nous agissons pour une société effectivement débarrassée de l'exploitation capitaliste. Voilà, ce capitalisme qui est devenu complètement fou et qui provoque autant d'inégalités dans les revenus et dans les patrimoines, ces gens-là ont fait sécession, ils ne vivent plus dans le même monde que nous, mais sauf que le monde... le nôtre, le monde réel, ils le connaissent, c'est ça qui leur permet de s'enrichir, et ce même monde qu'ils sont en train de saccager d'un point de vue de l'environnement, de l'écologie. Et donc ces gens-là sont des nuisibles, il faut s'en débarrasser. Hein. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors évidemment, on va continuer toutes les batailles sociales, bien sûr. En premier lieu, celle des retraites. Certains aimeraient bien qu'on tourne la page. Et voilà, on ne va pas arrêter, que ce soit nous, le mouvement social et syndical, que ce soit les parlementaires de la gauche qui vont prendre des initiatives dans les prochains mois pour refaire des initiatives parlementaires, de projets de loi, de propositions de loi parlementaires pour faire revenir la question des retraites à l'Assemblée nationale pour essayer d'obtenir l'abrogation de cette loi totalement injuste et totalement injustifiée également. Voilà, nous aimons beaucoup ce qui est écrit dans le tract qui a appelé à ce rassemblement-là, notamment à la fin, toutes les revendications. Il faut prendre l'argent là où il est pour financer le logement social, pour financer les services publics, pour financer les salaires, la protection sociale et également, il y a un clin d'œil dans le tract qui est mis sur l'accueil des migrants. L'argent existe, il faut se comporter bien, comme un pays civilisé, un pays d'accueil, un pays qui finance tous les besoins sociaux. Et il y a beaucoup de pauvreté dans notre pays, notamment par les travailleurs pauvres, les chômeurs, les retraités. Alors jeudi 15, c'est cette semaine, à 14h, devant le siège de France Télévisions, l'intersyndicale de retraités appelle à une nouvelle mobilisation pour le pouvoir d'achat des retraités, c'est-à-dire la hausse de leur pension et pour leur faciliter au service public. Pour finir, je voudrais dire que voilà, on n'a pas fini de se battre. On n'a pas fini de se battre et donc ce qu'il faut, c'est une redistribution des richesses. Il faut une politique fiscale diamétralement opposée à celle qui existe aujourd'hui. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est le rétablissement de l'ISF. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est la hausse de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire sur les bénéfices des sociétés industrielles et financières.
Et ce qu'il faut mettre en avant, eh bien, n'ayons pas peur de le dire, c'est l'impôt sur le revenu. Ce sont les 3 impôts qui sont justes, qui permettent de prendre là où il y a du revenu, là où il y a du patrimoine. Et par contre, il faut baisser, et pourquoi pas un jour supprimer totalement l'impôt sur la consommation, la TVA. C'est ce qui pèse sur le budget des ménages, c'est l'impôt le plus injuste. Et donc voilà, il faut une réforme fiscale, c'est extrêmement important. Il faut prendre l'argent là où il est. Et donc, on va continuer. Et donc, merci pour cette initiative qui a été très importante, voilà, d'être ici devant le symbole du capitalisme mondialisé. Merci pour votre écoute. Merci donc Benoît Martin, secrétaire de l'UD CGT Paris, c'est ça qu'on dit. Exactement. On accueille Monique Passant-Charlot, hein, donc qui depuis toujours examine, fait la sociologie des riches. Comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, comment ils s'organisent, tout ça, tout ça. Et donc, voilà, elle nous a soutenus aussi beaucoup dans les combats, dans les manifestations. Elle soutient les classes populaires. Elle est là, toujours, aux côtés du peuple, pour ses droits et pour la juste répartition des richesses. Alors, pourquoi est-ce que je suis venue vous soutenir dans votre lutte? C'est parce que quand même, je me suis dit poursuivre au tribunal des gens qui n'ont pas de toit, des gens qui rentrent dans un espace qui leur appartenait avant. La Samaritaine, ça n'était pas du tout la Samaritaine que vous voyez là. C'était un endroit de sociabilité populaire. Ça va pour le micro? C'était un endroit où on trouvait de tout. Si on était gros, on trouvait des pantalons vraiment de grande taille. Si on était tout maigre, on trouvait de tout ce qu'on cherchait, on le trouvait. C'était un lieu où on venait se promener, tout simplement, pour retrouver les siens, la sociabilité populaire. Eh bien, toute cette sociabilité, quelle en est la mémoire là? Le camarade de la CGT a montré qu'on était dans un espace où la lutte de classe était particulièrement objectivée dans cette partie centrale de Paris. Et maintenant, ce sont les plus riches qui se sont accaparés, ce qui représentait précisément cette sociabilité populaire. Et alors c'est vrai que là, contrairement par exemple à l'île Seguin, où là il reste zéro trace de la culture des travailleurs de chez Renault, là c'est vrai qu'ils ont fait une rénovation qui respecte l'architecture. D'abord c'était classé monument historique, de toute façon ils n'avaient pas le choix. Donc je retire ce que j'ai dit, ils n'avaient pas le choix et ils l'ont fait. Et donc aujourd'hui, vous pouvez essayer de rentrer dans la Samaritaine. Vous voyez, d'une part, vous ne vous sentez pas à l'aise, et d'autre part, si vous êtes quelqu'un de très modeste et que vous arrivez en groupe organisé, en bande organisée, eh bien on vous chasse et on vous menace de représailles financières. Eh bien non, ce sont, comme l'a dit le camarade de la CGT, ce sont des prédateurs, c'est uniquement leur titre de propriété qui leur permettent d'exploiter toutes les différentes formes du vivant, que ce soit les travailleurs, que ce soit les animaux ou les végétaux. Et aujourd'hui, à l'heure du dérèglement climatique, regardez les pauvres bonnes femmes, tout en sueur, tout avec leur foulard qui leur tombe sur la tête parce qu'on a trop chaud et qu'il faut se protéger de ce soleil. Eh bien, alors je ne sais plus où j'allais, c'est les capitalistes. Le dérèglement climatique, ça n'est pas un anthropocène, c'est un capitalocène. Donc vous voyez, on a beaucoup de raisons d'être réunis et on devrait être beaucoup plus nombreux, mais on ne peut pas être tout le temps sur le qui-vive et sur le pont. Il vaut mieux peut-être multiplier les interventions un peu de partout pour être des harceleurs militants. Merci. Merci à toi. Voilà, donc maintenant qui veut dire un petit mot. Pierre qui veut parler. J'ai constaté comme ça que dans les grands magasins, à l'intérieur des grands magasins, moi je suis fan de café, hein, et
j'ai constaté que dans les autres grands magasins de Paris, il y a des cafés à l'intérieur. Est-ce que vous savez s'il y a un café dedans et à combien il est? Ah, mais il doit être cher. Non, les magasins sont commerciaux, ils sont ouverts, n'importe qui peut y rentrer. On vous demande simplement, évidemment, de ne pas faire de dégâts, mais vous avez le droit de vous promener, d'aller prendre un café. Alors au dernier étage, effectivement, vous pouvez aller prendre un café. Vous avez un ascenseur pour monter, il n'y a pas de problème. Et simplement, il faut, peut-être, je ne sais pas, il sera pas si cher, je ne pense pas que c'est 10 € le café, je dirais 7-8 €. Mais vous pouvez rester, je vous dis, vous pouvez rester tout en haut, admirer la magnifique mosaïque des plans. Et puis, en principe, personne ne peut vous mettre... parce que la violence la plus terrible, c'est la violence symbolique. Donc vous ne devez pas être intimidé, qui que vous soyez, vous avez des droits et on doit vous respecter. Donc vous avez bien compris que la capitale, aujourd'hui, c'est le capital et que la rive est riche. Les camarades de la CGT Spectacle, d'Attaque, d'Idole, tout simplement parce que quand on attaque quelqu'un de la CGT, on attaque toute la CGT, comme on aime bien dire. Alors pourquoi ça me paraît important d'aller soutenir nos amis qui se battaient pour la retraite contre l'homme le plus riche du monde? C'est tout simplement parce qu'il a tout l'argent et nous on aimerait bien avoir toute la retraite. Il se passe quelque chose d'ailleurs en ce moment à la SNCF, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'Union européenne estime que le fait que l'État se dote de voies de chemin de fer et finance un petit peu l'infrastructure, c'est une subvention divisée. Et on va donc supprimer la totalité du transport de marchandises en France pour qu'on puisse rembourser les soi-disant dettes. Et on va tout privatiser pour donner de l'argent au privé. C'est-à-dire qu'on va continuer à détruire l'environnement, en mettant des camions à la place des trains. On va supprimer des emplois alors que les gens ont déjà besoin d'emplois. Alors que les milliards qu'on donne en CICE et en crédit d'impôt à tous les milliardaires, l'Union européenne, elle ne considère pas que ça c'est de la subvention déguisée. Elle considère que c'est normal de filer des centaines de milliers, des centaines de millions d'euros en CICE à la SNCF et à nos petits camarades pour qu'ils les distribuent en dividendes plutôt que de participer à la richesse de notre pays, alors que c'est nous quand même qui la fabriquons. Donc c'est-à-dire que de l'argent pour les actionnaires, les dividendes, pour faire une pause écologique, ça il y en a. Par contre, de l'argent pour les retraites, de l'argent pour le transport de marchandises, de l'argent pour l'environnement, il n'y en a pas. C'est une question de choix de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'argent pour les riches et pour le budget de l'armée, il y a plein d'argent pour la répression, et il n'y a plus d'argent pour qu'on puisse vivre en société, même juste pour qu'on puisse vivre. Parce que dans les hôpitaux, là, cette année, vous savez, il va manquer des médecins, il va manquer du matériel. Et quand il va y avoir 50 degrés pendant plusieurs jours tout l'été, qu'est-ce qu'on va faire de nos seniors? Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui vont souffrir de ça, qui sont mal logés et qui vont crever de chaud à la rue? Par contre, de l'argent pour des mecs qui ont la climatisation sur le yacht de 100 mètres de long, là, il y en a. Donc là, maintenant, il va falloir un peu changer le braquet. Il va falloir arrêter de donner tout l'argent aux riches et le partager avec ceux qui le produisent, c'est-à-dire nous. Voilà, bisous. Bravo! De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du Panama.